Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle émission de campagne pour les prochaines élections 2014. Les élections du 25 mai 2014. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir deux candidats MR pour les élections régionales à Bruxelles. Monsieur Vincent de Wolf, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chef de groupe MR au Parlement bruxellois et bourgmestre d'Etterbeek. Vous êtes donc député sortant. Vous êtes tête de liste MR à la région de Bruxelles-Capitale. Un mot par rapport à cette liste avant de passer à votre police. Mais donc je suis très heureux d'être numéro 1 sur la liste du MR à Bruxelles. L'ensemble des députés avaient donné mandat à moi-même et à Charles Michel pour constituer la liste régionale. J'avais promis de faire une liste qui soit le reflet de Bruxelles, une liste qui soit ouverte à tous, notamment aux communautés. Et je pense pouvoir dire que c'est ce que j'ai fait et qu'on a ouvert de manière très belle et très forte, notamment avec l'accueil de mon voisin, qui est donc Abdallah Kanfaoui, qui est médecin pédiatre et qui est troisième sur la liste. Quand on voit du côté socialiste, le troisième, c'est M. Piquet. Donc je pense alors, on va passer tout de suite à M. Abdallah Kanfaoui. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes médecin-chef dans l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola. Tout à fait. C'est bien cela. Vous êtes troisième sur la liste. C'est une très belle ouverture, hein, sur une liste MR. C'est pour la première fois qu'on voit une personnalité issue de la diversité, comme on appelle ça. Et donc, ça vous fait quoi de vous retrouver à cette place privilégiée, place éligible, hein? Tout à fait. Eh bien, je suis extrêmement heureux de l'être, surtout que je n'ai rien négocié. Ce que j'ai fait, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai discuté tout d'abord avec Monsieur Vincent de Wolf. On s'est retrouvés une après-midi, on a discuté des valeurs que Monsieur de Wolf et le MR portaient, et également des valeurs que je portais, en étant issu évidemment de parents immigrés qui a vécu ici, je suis né ici, et donc j'ai connu toute l'histoire de la Belgique depuis maintenant 46 ans. Et j'ai vu l'évolution des différents partis et l'ouverture extraordinaire et l'état d'esprit qui régnait était évidemment d'une ouverture extraordinaire, un esprit avec de grandes valeurs et qui démontrait, et la liste par la suite que j'ai appris à connaître le jour où elle a été officiellement annoncée, qui montrait bien qu'il y a une ouverture vers l'ensemble des communautés et qui est une représentation exacte de ce qu'est Bruxelles, tant par la représentation des jeunes que par la représentation également des différentes communautés. Alors, et donc, je rappelle que ce n'est pas votre premier pas en politique puisque vous êtes conseiller communal à Schaerbeek, c'est bien cela? Tout à fait. Donc en 2012, je me suis engagé pour la première fois dans le monde politique, alors que depuis très jeune, j'ai toujours aimé pouvoir m'engager un jour en politique, mais j'avais toujours freiné cette envie parce que je voulais d'abord réussir ma carrière professionnelle, celle que j'ai embrassée la première fois, qui est donc la médecine. Et donc je me suis présenté sur les listes du bourgmestre à Schaerbeek en qualité d'indépendant. Et dans la mesure où c'est moi qui ai fait la liste sous l'autorité de Charles Michel, je pense que cette liste ne vous aura pas surpris. C'est vrai que moi je suis du genre un peu téméraire et que j'aime bien des choses claires. Et donc dans la mesure où j'avais annoncé que je voulais faire vraiment une liste qui représente Bruxelles, qui soit le reflet de Bruxelles, je me suis dit, eh bien frappons fort, marquons les choses de manière très très claire, et faire mieux était difficile, ou alors il fallait que Abdallah soit tête de liste, donc puisqu'il est quand même le numéro 2 de la liste, sachant que la loi prévoit que le numéro 2 soit une dame, donc lui, deuxième homme de la liste, c'est un geste très fort, mais je crois très justifié, parce que ce qu'il a dit est vrai. Moi j'ai pris le temps de le rencontrer pendant pratiquement 2 heures. J'ai directement pris mon téléphone en appelant Charles Michel en disant « Écoute, je pense que j'ai trouvé quelqu'un qui est un vrai libéral, qui porte nos valeurs, qui vient d'un milieu modeste, comme moi je viens d'un milieu modeste, qui est un peu le reflet de l'avenir, ça se travaille, l'effort, ça se mérite, et c'est en étant correct qu'on arrive à réussir sa vie. Il est l'exemple qu'on peut montrer, il y en a d'autres évidemment, par rapport à nos jeunes qui vivent à Bruxelles en disant il y a moyen de réussir sa vie, il y a moyen d'être respecté, etc. Et donc ça a été très très vite, très bien, je crois qu'on peut le dire, entre nous. Tout à fait. Alors je rappelle que Latifa Eitballa est également 4e sur la liste européenne. Alors oui, ça c'est Louis Michel qui a fait la liste avec Charles Michel. Mais donc je crois que c'est à la fois un geste fort, mais aussi un geste normal, parce que moi je pense que, et je me plais à le dire parce que c'est très vrai, Bruxelles est une région avec à la fois le plus grand nombre de jeunes,
et le plus grand nombre de jeunes issus de la diversité. Eh bien, c'est non seulement un enjeu, mais c'est un atout. Je pense qu'il est du devoir des politiques de faire en sorte que cette jeunesse-là, avec ces origines-là, soit la richesse de demain de notre région. Donc c'est un signal... C'est un message très fort que je donne. Ça ne s'arrête pas à Abdel. Vous avez vu que la liste est quand même très ouverte, très multiple, et qu'il y a d'ailleurs une très belle ambiance sur cette liste. Je veux dire, les gens s'entendent bien, on fait équipe, on fait campagne, c'est gai, on y croit. Alors ce matin, vous en parlez, j'ai reçu votre brochure dans ma boîte aux lettres. Oui. C'est l'heure du bon sens. Ça veut dire quoi, monsieur De Wolf, ce slogan? Eh bien, je vais vous dire ça très clairement, parce qu'on est de la forêt ici. Et j'ai vu sur un panneau électoral à Forêt, avant que les affiches ne soient mises, une phrase terrible qui disait « Si les élections servaient à quelque chose, ça ferait longtemps qu'on les aurait interdites ». Et donc, j'ai appris après que c'était une phrase de Coluche, mais cette phrase, elle m'a hanté, elle me hante encore toujours. Parce que je me dis, si cette phrase est vraie, alors on doit arrêter, couper l'émission. On doit arrêter les élections, la démocratie n'existe pas. Et moi, c'est l'inverse de ma vocation. Et donc, je crois qu'il est temps d'arrêter les jeux politiciens. J'étais extrêmement fâché d'avoir lu que Mme Onkelings avait dit, quels que soient les résultats, nous les libéraux, on ne veut pas gouverner avec eux demain à Bruxelles. Je pense que c'est ça que les gens rejettent. Je veux dire, je souhaite plein succès à tout le monde, pas de problème, que le meilleur gagne, mais qu'après on fasse les choses honnêtement, qu'on associe ceux qui aient gagné et fait des bons résultats aux élections, et pas qu'on fasse des accords préalables, secrets ou non, pour écarter les uns ou les autres. C'est ce qui dégoûte les gens de la politique. Donc c'est les citoyens qui décident d'abord qui doit être ou pas dans le gouvernement. Du bon sens, ou le retour du bon sens, c'est ce qui est simple peut aussi être énoncé simplement et clairement. Et voilà, on avait pris la décision, et moi je voulais le faire depuis longtemps, de faire une liste qui soit le reflet de Bruxelles. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on l'a fait et qu'il suffit de voir la liste pour l'avoir compris. Sur la même brochure, M. Khalfaoui, je vois un autre slogan en petit, « L'avenir, ça se travaille ». La valeur travail pour vous, M. Khalfaoui, ça veut dire quoi? Le travail, en fait, lorsqu'on pose des questions à ceux qui n'en ont pas ou à ceux qui sont dans l'oisiveté, ils disent « J'ai perdu le sens de ce qu'était le respect parfois de moi-même. Parce que justement, je ne travaille pas, je ne participe pas à l'effort collectif de la société. Et donc, l'avenir, ça se travaille. Ça veut dire que si demain, je veux être quelque chose, ou je veux pouvoir me respecter moi-même, eh bien, je dois participer justement par mon travail, par mon effort, à la collectivité, à la solidarité collective. Monsieur Vincent De Wolf, le débat sur l'emploi, le travail, j'imagine que c'est un thème qui revient tous les jours dans votre campagne électorale. Alors, je vais vous dire, l'axe principal de notre programme, là vous avez un résumé, c'est effectivement l'emploi et la formation. Parce qu'il faut être clair, et aujourd'hui tous les partis le disent, mais c'est des élections, nous on le dit depuis 10 ans, il n'y a pas de problème d'emploi à Bruxelles. Bruxelles est le premier bassin d'emploi. Il y a 700 000 emplois à Bruxelles. Bruxelles crée 10 000 emplois par an. Mais qui occupe ces emplois? Ce n'est pas les jeunes de chez nous. Ce n'est pas beaucoup les Bruxellois. C'est les nafteurs qui viennent, 380 000 nafteurs qui viennent le matin travailler à Bruxelles et puis dépenser ce qu'ils ont acquis dans leur région et être taxés dans leur région. Ça, c'est le paradoxe de Bruxelles. Et donc, moi, j'ai fait l'étude de voir qui est chômeur aujourd'hui. 112 000 personnes. Okay. Là-dedans, 90% de personnes qui ne connaissent qu'une seule langue et souvent pas encore bien dans l'écrit, et 70% de personnes qui n'ont pas du diplôme d'humanité secondaire supérieur. Comment voulez-vous qu'avec ces deux éléments-là conjugués, ces personnes trouvent un emploi dans la capitale de l'Europe? Ça, c'est une fatalité que nous ne voulons plus vivre, et elle est la résultante de la politique du gouvernement sortant, puisqu'actuellement, seuls 15% des chômeurs sont formés. Alors, je rappelle que si le MR... vous formez 15%, comment voulez-vous que les 85 autres % le soient? Je rappelle que le MR, pour l'instant, est dans l'opposition à Bruxelles. Alors, quel regard portez-vous sur la politique de ce gouvernement PS, écolo, CDH, en matière, par exemple, de formation vous savez, quand le ministre-président actuel a pris ses fonctions, Monsieur Redier-Vervoort, je lui ai offert une bouée. Ça a été filmé, etc. Pourquoi j'avais fait ça? Parce que je le connais bien, on était ensemble à l'ULB en droit. Et je dis, écoute, Rudy, ton navire va couler. Moi, j'ai envie quand même que tu surnages, donc voici une bouée. Et c'est vrai que ce navire est à la dérive, hein, puisque M. Piquet, qui est un peu le papa de Bruxelles, historiquement, a été mis dehors par son propre parti, parce que Cerex est également parti, parce que Kir est également parti, et que donc finalement, il reste quoi de ce gouvernement? Un an avant la fin, on change les pions principaux,
Et on fait des grandes déclarations, on va manger des crevettes à Ostende, manger des boulets à la sauce lapin à Liège. Sur les escaliers d'un hôtel, on fait beaucoup de fumée, mais de ça, il reste quoi? Rien. Oui, on va maintenant tout faire. Par exemple, est-ce que vous avez des critiques particulières très thématiques, par exemple? Alors, en résumant, très simplement, le chômage n'a jamais été aussi important. Quand les libéraux ont quitté le gouvernement en 2004, il y avait 87 000 chômeurs. Il y en a 117 000 maintenant. Okay, ça, c'est un. Deux, en mobilité, Piquet a dit lui-même, le principal échec de mes gouvernements, c'est l'échec de la mobilité à Bruxelles. Le logement, je termine par là, il y a encore plein d'autres choses, mais le logement. Ils avaient décidé de construire 5 000 logements entre 2004 et 2009, on était en 2014, 1500 logements ont été construits. 3 000 logements sociaux ont été déclassés. Donc on est à moins 1 500 logements après 10 ans. On ne peut quand même pas dire que ce bilan soit un bilan de réussite. Et alors, ce qui est très choquant aussi, la déclaration gouvernementale disait on veut faire de ce gouvernement un modèle de bonne gouvernance. Ça veut dire plus de nomination politique, de la concertation, de l'information, respect du citoyen. Ça n'a jamais été pire. Interroger les syndicats, quelle que soit leur couleur, il n'y a eu que des nominations politiques durant toute cette législature. Donc le bilan, effectivement, est mauvais, mais ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir peser de notre poids commun dans le futur gouvernement et de tirer cette région vers le haut et de faire en sorte demain qu'on n'ait pas une région à deux vitesses avec une bombe sociale, avec d'un côté un appauvrissement. Vous savez qu'un bébé sur 4 naît dans la pauvreté à Bruxelles, qu'une famille sur 3 est dans la précarité et la classe moyenne part de plus en plus parce qu'elle ne sait plus acheter de logement. Ça sont les vrais enjeux que nous voulons relever. Des propositions concrètes, M. Kenfaoui, par rapport à ces défis à relever? Tout d'abord, il faut améliorer la formation, l'enseignement. Au niveau du logement, il faut également apporter une politique nouvelle, plus dynamique que ce qui s'est déroulé dans les 2 dernières législatures, de telle sorte évidemment à répondre à ces problèmes sociétaux qui sont très importants et très criants. Sur la formation, si je peux intervenir, donc ce qu'on a imaginé, si vous voulez, c'est que vous savez qu'on va recevoir, entre guillemets, 465 millions d'euros, ce n'est pas un don, c'est un juste financement de Bruxelles en raison de l'évasion des impôts qui sont perçus dans les autres régions au niveau du travail fait à Bruxelles. Eh bien, nous, on a décidé que sur 200 millions qui ne sont pas affectés, c'est-à-dire qu'on peut décider dans le gouvernement ce qu'on va faire de cet argent, pour être clair, on a décidé qu'on prendrait 30 millions par an pour de la formation. 30 millions par an x 5, ça fait 150 millions. Et avec ça, on va former plus de 60 à 70% des chômeurs. Et là, on sait qu'il y a un taux d'insertion de 80%. Donc, on va sortir... Ce sont des formations de courte durée, moyenne? Non. Alors, l'idée, c'est quoi? Par exemple, les cours de langue. Aujourd'hui, le gouvernement donne des chèques individuels pour aller chez Berlitz, pour aller à la Fondation Neuf. Suivre des cours qui sont des cours généraux de langue, qui ne sont pas adaptés à la profession que cherche le chômeur. Moi, je voudrais absolument revaloriser l'enseignement technique professionnel. Si demain, vous voulez devenir électricien, il faut que vous ayez une bonne formation dans l'école avec des stages en entreprise, un partenariat avec l'entreprise. Et il faut que vos cours de langue soient adaptés à ce que vous voulez faire comme métier. Parce que comme ça, si après vous voulez créer une PME pour vous et créer de l'emploi, eh bien, vous aurez dans votre paquet ce qu'il faut pour réussir ça. Et ça, je pense que c'est un partenariat avec l'entreprise. J'ai vu ça en Flandre, où c'était d'ailleurs tous des jeunes issus de l'immigration, tous, et qui tous avaient eu un emploi l'année précédente parce que c'était un accord avec Audi, un accord avec BMW, un accord avec l'Oreca, où on a envoyé d'abord les profs en formation dans les usines ou dans les garages. Après ça, on a envoyé les jeunes avec eux, et en sortant, ils avaient un emploi à la clé. La solution, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Ça existe en Allemagne. Il faut aussi du coaching. Il faut aussi aider le chômeur à sortir de la désespérance, avoir un entretien par semaine ou au moins 2 par mois, apprendre à faire une interview, apprendre à faire un CV, apprendre à se présenter, recevoir les formations, travailler avec les écoles de formation continue qui ont été laissées pour compte par le gouvernement. Il y a 1000 choses à faire. Il y a 1000 choses à faire. Monsieur Kenfaoui. Et également dans l'enseignement. Hein. Bien sûr, mais juste une petite parenthèse, quoique le sujet est très important. Par rapport à ce que vient de dire Monsieur De Wolf, il y a aussi des jeunes qui se plaignent des problèmes de discrimination qu'ils rencontrent, soit à l'embauche, soit dans l'emploi. Évidemment, dire l'inverse, ce serait mentir, et chez nous, OMR, on ne ment pas. Différentes études ont démontré qu'il y a une discrimination.
Alors cette discrimination, elle n'est pas due à notre politique, nous, OMR, puisqu'on n'était pas au gouvernement à ce moment-là, régional. Mais il est vrai qu'il faut lutter contre ces discriminations, et une des façons de lutter, c'est, comme le disait M. De Wolf, il y a un manque de qualification. Et ce manque de qualification au niveau professionnel et des formations est évidemment un des piliers du fait qu'une discrimination devient encore beaucoup plus importante. Quand on dit qu'il y a 90% de gens qui n'ont pas de qualification, qui ne possèdent pas, même pas parfois une seule langue, et que ça frappe essentiellement les jeunes, eh bien ça c'est un des facteurs importants dans la discrimination. Il y a parfois aussi l'employeur qui, à qualification égale, préfère recruter une personne qui n'est pas d'origine étrangère. Ça arrive. Alors évidemment, nous avons une politique qui aide évidemment les gens à pouvoir retrouver confiance en eux, à pouvoir avoir évidemment des emplois et éviter la discrimination. Donc nous luttons énormément contre la discrimination et nous lutterons dans le prochain gouvernement contre évidemment la poursuite des discriminations. On va revenir à l'école. Je vois dans votre brochure un paragraphe consacré à l'école. Une école de qualité, M. De Wolf, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que je voudrais que les jeunes demain aient la chance que j'ai eue hier. Moi, mon papa était ouvrier, je suis issu d'un milieu modeste, et j'ai eu la chance d'avoir une école à Etterbeek, qui était l'Athénée, en primaire, en secondaire, où tout le monde pouvait rentrer, et ça doit évidemment rester, mais où une fois qu'on était rentré, c'était l'effort qui était payant. On ne donnait pas les diplômes comme ça à la tête du premier venu. Il y avait une école de devoirs, et on tirait tout le monde vers le haut, c'est ça qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas se tromper, si on nivelle le niveau de l'enseignement public vers le bas, ce sont les plus démunis qui vont être complètement sur le côté. Quand moi je suis arrivé à l'ULB, j'avais vu dans les valves que seulement 5% de fils d'ouvriers arrivaient à l'ULB. On ne parlait pas de ceux qui en sortaient. Et donc, je pense qu'avec l'école de la réussite, les socles de compétences, etc., le recul tout le temps de l'échec et la négation de l'échec, les socialistes ont massacré l'enseignement en communauté française. Nous, on n'a jamais eu le portefeuille de l'enseignement. Aujourd'hui, c'est le CDH qui a la compétence en main. C'est vrai. Et je pense aussi que, même si la volonté était, je veux bien reconnaître ça, certainement belle de vouloir faire en sorte que le décret d'inscription voulait plus mixer les choses, dans la pratique, c'est un échec total. Total, puisque après les fils, après le tirage au sort, maintenant c'est un critère géographique. Donc si vous habitez dans un quartier pauvre, vous irez dans l'école ou dans justement, le même on parle quartier. de ces écoles ghetto dans certains quartiers. Oui. Qu'est-ce que le MR, par exemple, propose pour, je ne sais pas, changer cela? On ne me dit pas ça. Parce que je vois que vous faites un bon constat. Dans les écoles techniques et professionnelles aujourd'hui, tout d'abord, il faut changer le système scolaire qui fait que vous n'allez dans une école technique et professionnelle que rarement par choix. Vous y allez quand vous avez raté 2 fois ou 3 fois dans l'école secondaire. Ça, ce n'est plus possible, c'est 1. 2, il faut que ce soit des écoles d'excellence, ces écoles-là. Parce qu'il y a 25 000 emplois en pénurie. Aujourd'hui, quand vous avez besoin d'un électricien, d'un chauffagiste ou d'un plombier, souvent ils viennent d'ailleurs que notre région. Donc il y a là, et c'est un facteur de non-discrimination, parce que si vous êtes qualifié, comme l'a dit Abdallah, eh bien, on ne s'occupe plus de savoir quelle est votre origine. Et moi, je pense que niveler tout par le bas, faire le critère géographique, c'est le plus mauvais service qu'on peut rendre à ceux qui ont besoin d'un enseignement de qualité pour prendre l'ascenseur social, comme nous, ensemble, on l'a pris avec 10 ans de différence entre nous. Mais je crois que c'est vraiment ça la solution. Et donc, il faut supprimer ce décret d'inscription. Il faut recevoir les parents, les associations, chercher une meilleure solution, redonner beaucoup plus d'autonomie, faire confiance aux directeurs et aux préfets d'école. Et effectivement, moi je suis d'accord qu'on impose une mixité, mais moi dans l'école où j'étais, à l'époque, ça se faisait naturellement. Moi j'étais un fils d'ouvrier, il y en avait d'autres, il y avait à l'époque des fils d'ambassadeurs et autres, il y avait une exigence dans la formation. Dans la même école? Dans la même école. Et c'est ça là, la vie en société, le vivre ensemble. Mais qu'est-ce qui a changé entre avant? Je vois un peu de nostalgie dans votre discours par rapport à avant. Tout à l'heure, vous parliez de M. Kenfaoui. C'est pas de la nostalgie. Vous parliez de M. Kenfaoui, issu d'une famille nombreuse, de parents illettrés, mais quand même une famille qui a réussi. Tous vos frères et sœurs ont je vais vous répondre. On a voulu, en fait, on a voulu tuer la liberté et on l'a fait. Mes parents, moi, ils étaient ouvriers, c'est pas pour ça qu'ils étaient idiots.
Mes parents étaient des gens intelligents, mais qui n'avaient pas eu la chance d'être formés. Mon père était orphelin à 14 ans. Et donc, ils ont voulu que j'ai une formation de qualité. Et je connais beaucoup de parents issus de l'immigration qui veulent que leurs enfants aient une formation de qualité. J'ai d'ailleurs mené des procès contre le décret d'inscription que j'ai partiellement gagné. Et donc, la solution, c'est ça, c'est de permettre cette mixité avec un enseignement de qualité pour tous, y compris pour les plus démunis. Et c'est ce qu'on perd aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai cette nostalgie, parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des écoles ghetto. À l'ULB, on ne publie même plus les statistiques, parce qu'on sait que si vous sortez de telle école ou de telle école, vos chances de réussite sont tout à fait différentes. C'est inacceptable, on veut rompre avec ça. Monsieur Kenfao, vous n'êtes pas le seul médecin dans votre famille. Non, tout à fait. Nous sommes 4 médecins. Vous êtes combien de frères et sœurs? On est 5 garçons et 2 filles. Et donc, vous êtes 4 médecins, 4 médecins, tout à fait. Non, on est 3 médecins garçons et une fille qui est médecin, qui est gynécologue. Et puis nous avons un frère avocat, un frère qui travaille qui est maraîcher, et une sœur qui a fait des études d'infirmière. Et vos parents sont illettrés? Tout à fait. Et c'est et je reviens sur ce que disait Monsieur De Wolf. Magnifique. C'est pas parce qu'ils sont illettrés et pauvres qu'ils ne peuvent pas justement aider leurs enfants à aller dans les meilleures écoles, à rechercher l'excellence. Les mettre dans le droit chemin, etc. Et on a eu cette chance de pouvoir justement fréquenter des écoles d'élite parce que on pouvait s'inscrire librement. Et lorsqu'on arrivait, on ne disait pas « Ah, vous êtes marocain, vous ne pouvez pas aller ». On a été dans les écoles où se trouvait le fils Jacques Simonet, où se trouve le plus grand économiste... Pourquoi est-ce qui fonctionnait bien? Il faut qu'on me l'explique. Le plus grand économiste mondial, M. Doigt-Tripon, sort également de notre institution. C'était une institution où on était en fait tout le temps en concurrence avec l'école Robert Cato pour voir quel est celui qui formait le plus d'universitaires. Et ça, aujourd'hui, c'est impossible avec des décrets d'inscription. C'était la belle époque, M. De Wolf. On va parler de la région de Bruxelles-Capitale. Est-ce que c'est une région qui est sûre? On va parler un peu de sécurité en région de Bruxelles-Capitale et dans nos quartiers. Certains se plaignent que certains quartiers ne sont plus sûrs, comme avant. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Bon, je ne vais pas dire qu'on peut laisser son portefeuille partout en rue, c'est les portes de sa voiture ouvertes et qu'on ne risque jamais d'avoir un arrachage de sac. Mais, moi qui suis bourgmestre depuis, n'ayez pas peur, 22 ans, je fais des réunions d'habitants régulières par quartier et je peux vous dire que ça fait à peu près 2 ans que les problèmes de sécurité au niveau violence, vol, cambriolage, agression ne sont plus cités par les riverains, par les citoyens. Ils parlent de propreté, ils parlent des tags, ils parlent des incivilités, ils parlent du bruit. Donc, on a une vraie amélioration aujourd'hui dans la sécurité. Ce n'est pas le constat de certains de vos collègues dans votre propre parti, ou d'un de vos collègues? Oui, mais je ne partage pas. Et moi, à la différence de ceux qui examinent des tableaux de chiffres, je suis avec les pieds sur le terrain. J'écoute les gens. Quand il y a un problème sur le terrain, je réunis les gens du quartier, je vais avec les policiers sur place, je fais de la prévention. Et je peux vous dire que sans avoir de prétention par rapport à ça, le système des zones de police, des 6 chefs de zone, des bourgmestres fonctionne bien. Fonctionne vraiment bien. Ma crainte, elle est plutôt pour l'avenir. Parce qu'on travaille aujourd'hui sur Bruxelles avec une norme KUL qui est donc en fait la grille qui permet d'être payé par l'État fédéral pour engager des policiers. Cette norme, elle a été faite par une université, qui est la Catholic Universiteit Leuven, mais elle a été faite sur une série de paramètres, dont notamment la population. À l'époque, il y avait 950 000 Bruxellois. On est 1,1 million aujourd'hui. Et les problèmes n'ont pas arrêté d'augmenter au niveau des charges de travail. On n'a rien reçu de plus. Et donc, à terme, si dans les 5 ans, on ne revoit pas cette norme, et si on ne peut pas refinancer les polices zonales, on aura à terme des problèmes. Mais c'est vrai que la sécurité fonctionne mieux que par le passé. On n'est pas dans un monde idéal, mais véritablement, ça va mieux. Nous, on a d'ailleurs serré ceinture après le problème. J'avais déposé, moi, un mémorandum en 2011, en disant pour l'ASTIP, il faut améliorer la sécurité. Les bourgmestres ont mis 250 hommes sur le terrain. Le fédéral vient de les envoyer maintenant il y a 2 mois. Ben, on a cessé cette situation dramatique où vous aviez 4 hommes pour 69 stations de métro. Monsieur Kenfaoui, on fête aujourd'hui les 50 ans de présence de la communauté ou de l'immigration marocaine et turque en Belgique. Ça, un petit mot par rapport à ça, vous qui êtes d'origine marocaine? Bien, j'ai été à un colloque sur l'immigration et j'ai dit que j'espérais que les 50 ans seraient plus visibles que les 40 ans. Et je pense que c'est très important, et je l'ai encore dit hier sur une radio
la commémoration est quelque chose d'essentiel parce qu'elle permet de garder un souvenir de quelque chose. Un souvenir de nos parents, nos grands-parents, qui ont fait beaucoup de sacrifices pour pouvoir aujourd'hui offrir au pays qui a accueilli nos parents un bel exemple de mixité, de diversité et de gens qui ont très bien réussi également sur tous les échiquiers. Parlant de la diversité, Bruxelles, c'est l'exemple même de la diversité en Belgique. Comment voyez-vous Bruxelles dans 10 ans, Monsieur De Wolf? Écoutez, nous sommes le seul parti à avoir été clair, à avoir voté des textes et à avoir pris une position. Vous m'aviez posé une question la dernière fois quand on s'est vu sur le chauffeur de bus qui avait refusé de laisser rentrer des usagers parce qu'il voulait faire ses prières. Et donc, je vous avais dit, pour nous, ces problèmes-là se résolvent assez simplement et humainement. Parce que nous estimons qu'il ne faut pas faire de multiculturalité, mais d'interculturalité. Et si on fait ça, Bruxelles demain sera encore mieux qu'aujourd'hui. C'est-à-dire dans le vivre ensemble, je vais expliquer. L'interculturalité, c'est l'interpénétration des cultures, c'est le respect réciproque, c'est la tolérance réciproque, c'est le vivre ensemble. Et nous, pour ça, on a une seule exigence qui est faible, parce qu'elle est normale. C'est simplement d'appliquer la Constitution belge, les grandes libertés, la Convention européenne des droits de l'homme, la séparation de l'Église et de l'État, l'égalité de l'homme et de la femme. Ça, c'est le socle commun de valeurs que l'on demande pour tout le monde. À partir du moment où, d'où qu'on vienne, quelle que soit sa religion, sa politique, sa philosophie, tout le monde est le bienvenu, chacun peut vivre comme il veut, mais il respecte ces valeurs-là. À partir de là, yallah, tout va bien. Et donc, moi, je pense que vraiment, il faut séparer, c'est important, et ça fait partie des valeurs que Abdel a. Il est musulman. Ce sont en fait des gens qui ont leur religion, qui ont leur philosophie, mais qui séparent bien la gestion de l'État ou de la collectivité avec leur vocation intérieure, avec leur religion, et ça, c'est très fondamental. On arrive au terme de cette émission. Monsieur Kenfaoui, un mot, 2 mots pour convaincre des téléspectateurs de voter pour vous. Alors, de voter pour moi, mais aussi pour... Je vais laisser De Wolf parler de la liste MR de manière générale. C'est lui qui tire la liste, donc alors, ce privilège. Moi, je suis né ici. Je connais évidemment... j'ai vécu tous les problèmes des jeunes issus de l'immigration pendant 46 ans. Grâce à mes parents et à leur soutien, j'ai trouvé une voie, une belle voie, celle des études, et qui m'a amené petit à petit à différents échelons, puisque... Les titres que vous m'avez dit, vous avez cités, ce n'est qu'une petite partie de tout ce que je fais au niveau de l'INAMI, de l'Ordre des médecins, etc., où je suis vraiment bien représenté. Et je pense que, connaissant les problèmes, je peux apporter, avec le MR et avec l'ouverture du MR, des solutions à une jeunesse qui est encore malheureusement parfois perdue. Monsieur De Wolf, pourquoi on doit voter pour vous et pour la liste MR à la région de Bruxelles-Capitale? D'une part, parce que le constat de ceux qui sortent n'est pas bon. L'emploi, le chômage est vraiment au point mort, ça n'a jamais été aussi grave. Le logement, c'est la même chose, la mobilité, c'est la même chose. Mais surtout, nous, on est des gens qui sommes clairs. On parle concret, on a les pieds sur le terrain. Et nos 2 slogans résument en fait qui on est. L'avenir, ça se travaille, ça veut dire qu'on estime qu'il faut créer de la richesse avant de pouvoir la partager. Parce que s'il n'y a plus de richesse, il faut bien qu'on comprenne ça au niveau de ceux qui nous regardent. Pour partager de la richesse, pour donner des pensions, des allocations, du chômage à des gens, il faut d'abord qu'il y ait une richesse qui soit créée. Et qui va créer cette richesse? Ce n'est pas le collectivisme, ce n'est pas le socialisme, c'est les petites entreprises, c'est l'électricien, c'est le commerçant. On n'a pas parlé de ces petits indépendants. Ces petits indépendants, il y en a 112 000, c'est presque magique. Il y a le même nombre d'indépendants et de PME à Bruxelles que de chômeurs. Vous pensez qu'on ne fait pas assez ou qu'on fait assez On ne fait pas assez pour les entreprises. Il y a énormément de gens issus de la communauté maghrébine qui sont des commerçants, qui sont des petits entrepreneurs, qui sont des indépendants, des professions libérales. Ce sont des gens qu'on n'aide pas. On a de la suspicion dans le gouvernement actuel pour ces gens. On les contrôle tout le temps. Et vous pensez qu'avec le MR, ça ira mieux? Mais évidemment, et je prends une seule petite mesure qui est une grosse mesure. J'en vois 2, je termine. 1, pour les PME qui vont engager demain, si on est au gouvernement, après les élections, 3 employés de revenus moyens, il n'y aura plus aucune cotisation sociale. Ce n'est pas des promesses en l'air, c'est une décision qu'on a prise et on l'a budgétée. Deuxièmement, on prend l'exemple de M. Tigini qui devient imprimeur demain. Il achète une PME. Belle promotion. Et, je n'ai pas dit ça, mais il devient imprimeur.
Et il se rend compte que pour pouvoir se développer et engager des personnes, il doit acheter une immense machine qui coûte 500 000 €. Dans notre programme, on a dit, ceux qui font dans une PME un investissement productif, okay, qui est non délocalisable, eh bien, on pourra leur permettre de déduire plus que ce que ça leur a coûté. Exemple, ça vous coûte 500 000, vous déduisez sur 5 ans 600 000. Avec ce bénéfice-là que vous faites, vous pouvez engager des gens et aller vers le progrès. Voilà ce qu'on veut faire. Très bien, je vous remercie. Je rappelle, Vincent Dehaul, vous êtes tête de liste MR pour les élections. Numéro 1, liste 1, c'est facile à trouver. Voilà, et M. Kanfaou, vous êtes numéro 3 sur la liste 1 à Bruxelles. Facile à trouver. Merci beaucoup. C'est aussi facile à trouver. Merci de votre accueil. Et bonne chance. Quant à moi, chers téléspectatrices, chers téléspectateurs, je vous dis au revoir dans une autre émission de campagne électorale. Walid Al-Kelhin, ma salama.